Salut à tous, je reviens vers vous avec un nouveau bilan lecture. J'ai encore un peu mélangé plein de choses, hein. J'ai mis des livres du challenge SF, d'autres lectures que j'ai fait à côté parce que j'ai pas lu que de la SF, et également un manga dont je devais vous parler que j'ai carrément zappé. C'est vrai que dernièrement je vous mets plus les mangas que je lis, alors j'en lis pas des masses non plus, mais là j'en ai encore lu deux il y a pas longtemps dans le cadre de la SF, donc je pense que je vous les mettrai au fur et à mesure. Je vous en mets un à chaque fois, je pense que c'est suffisant, là il y aura deux graphiques. Tout d'abord, je vais vous parler de deux sagas, donc une qui est en cours et une que j'ai terminée. Donc oui, j'ai terminé une saga, je suis content. J'ai respecté les délais que je m'étais imposés, donc c'est plutôt cool. Alors tout d'abord, le premier tome dont je vous parlais, c'est le second tome d'une série dont j'ai plus vraiment besoin de parler parce qu'on la voit absolument partout, elle a un succès phénoménal. C'est la fameuse saga Blackwater, donc qui est en 6 tomes, dont chaque tome sort tous les 15 jours. C'est édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Je ne refais pas le speech, hein, je pense que tout le monde l'a vu passer ou presque. Donc c'est de Michael McDowell. Donc ici c'est le tome 2, La Digue. Alors je vous remontre, je pense que vous l'avez vu, mais je trouve que voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est absolument sublime. En plus il y a toujours des petits indices qui rappellent ce qui va se passer dans le tome en question. Donc moi, pour pas me faire spoiler, je les lis aussitôt qu'ils arrivent. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à juste cause, hein, déjà par l'objet livre et puis par l'histoire qui peut être concilier plusieurs types de lectorat. Je trouve ça peut être dans le contemporain, ceux qui aiment les sagas, l'histoire et tout. Hein, même si l'historique est assez peu présent, au final, il est là, mais c'est plus un contexte qu'autre chose. Et aussi ceux qui aiment le fantastique. Donc ce deuxième tome, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc bien évidemment, je ne reviens pas vraiment sur l'histoire, hein, je vous en avais déjà vaguement parlé. Pour faire très court, on se trouve à Perdido, qui est en Alabama. Quand le tome 1 commence, il y a eu une inondation dans toute la ville. Et le fils d'une des familles les plus influentes de la ville, Oscar, circule en barque avec son domestique Bray. Et regarde s'il y a des gens qu'il faut secourir, tout ça. Il tombe sur une jeune demoiselle qui vient secourir. Et cet événement va enclencher plein de phénomènes au sein de la famille, plein de choses, des dramas et compagnie. Donc en gros, ça commence comme ça, je ne vous dis rien de plus. Donc chaque tome est assez court, hein, ils font 250 pages, on va dire. Ça se lit super bien, ça se lit super vite. Comme je vous dis, comparé à un tome de poche, c'est un petit peu plus petit. En main, ça se tient super bien, il y a un confort de lecture de dingue. Alors, je vous avais dit que le premier tome, j'avais trouvé ça bien. J'avais pas non plus été emporté de fou, mais j'avais bien aimé. Le deuxième tome, j'ai bien aimé aussi parce que je l'ai lu très vite. Mais après, avec réflexion, je réfléchis avec du recul. Le premier, je vous avais dit qu'il était teinté de fantastique, qu'il y avait des personnages assez décalés, tout ça. Dans le tome 2, le fantastique est un petit peu moins présent. Je dis pas qu'il n'y a pas présent, mais avec des touches un peu moins prononcées. Il y a des nouveaux personnages qui entrent en scène et qui viennent interagir avec nos héros principaux et faire bouger un peu les choses, hein. Faut donner un peu de piment à l'histoire. Sur le coup, j'étais un peu moins enthousiaste et puis j'ai réfléchi. Et je me dis qu'au final, ce deuxième tome, ouais, je pense que le premier est là pour cadrer un peu les choses, pour mettre le contexte, les personnages, qu'on apprenne à les connaître, tout ça, les interactions entre chacun, les relations, parce qu'il y a des relations amicales, il y a des relations familiales. Il y a aussi des querelles parce qu'il y a certains personnages qui ne peuvent pas se sentir. On nous met en place tout ça. Et le livre me fait de l'ombre. Et ensuite, dans le tome 2, au niveau fantastique, ça va être un peu moins prononcé, mais je pense que c'est normal. C'est parce que l'auteur, je pense, alors après c'est que mon avis, hein, l'auteur a voulu vraiment mettre un peu de piment à tout ça pour nous montrer ce qu'il voulait faire. Comme là c'est le tome 2, il en reste quand même 4, il va pas abattre toutes ses cartes tout de suite. Donc il va quand même prendre le temps, donc du coup le fantastique est un peu moins présent, on creuse un peu certains personnages, bon on n'est pas non plus sur une psychologie de ouf, attention, on reste sur une saga familiale légère, parce qu'il y a des sagas familiales historiques, comme il y a de l'histoire dedans, et assez, pour certains elle va être vachement influente sur les personnages, sur la situation dans laquelle ils vivent et tout ça. Ici pas vraiment, un petit peu, mais c'est pas non plus, le contexte je crois que c'est en 1919 que ça se passe. Ça va être plus vraiment, je pense que l'auteur va plus miser quand même sur les relations entre les personnages. Ils sont pas pourvus de défauts, hein, loin de là d'ailleurs, il y en a qui sont vraiment, c'est compliqué.
Après, si au niveau de l'historique, on peut le dire, c'est au niveau des parents par rapport aux enfants. Parce que dedans, vous avez Oscar et il a une mère qui s'appelle Marie Love. Et j'ai envie de dire, alors je sais pas si je fais un cliché quand je dis ça, mais je sais pas si vous avez eu ça, moi je le sais avec mes parents. Les grands-parents de mes parents, donc mes arrière-grands-parents, les relations qu'ils avaient avec leurs enfants, c'était pas comme aujourd'hui. Ils avaient un peu la main mise sur la famille, c'est eux qui décidaient certaines choses et tout ça, donc on retrouve ce type de relation entre les enfants et leurs parents. Mais après, ouais, l'histoire, je pense qu'il il est en train de mettre en place un truc, parce que le tome 2, il se passe quand même un truc qui est assez crucial, dont je ne vous parlerai pas, et qui va déclencher certaines choses derrière. On en entend parler un petit peu dans le tome 1, là c'est vraiment mis en place dans le tome 2, et je pense que voilà, il va faire monter en escalade jusqu'à la fin, enfin j'espère. Donc j'ai vraiment hâte de voir le tome 3 en main et de le lire pour savoir où il veut nous mener, même si j'en ai quand même une vague idée. Et puis une fois que j'aurai lu le tome 3, j'irai jusqu'au bout. Après, je n'ai pas détesté non plus. Ça se lit bien. Pour moi, ce ne sera pas la lecture de l'année. Mais voilà, certains ont vraiment beaucoup aimé. Après, c'est les goûts, les couleurs, hein, ça ne se discute pas. Donc vraiment un deuxième tome qui est sympathique. Et puis même pour cet été, je trouve. Si vous voulez lire ça l'été, vous ne voulez pas vous prendre la tête, parce que c'est une lecture. Moi, je l'ai lu entre deux livres. J'ai eu une petite période de creux au niveau lecture. Et ça passe tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une concentration de dingue. C'est assez simpliste dans l'histoire, il va pas en faire des caisses l'auteur. Et au final, il met quand même, c'est bien cadré, il fait bien son truc, il fait bien sa tambouille, et au final ça passe. En deuxième livre à vous présenter, j'ai fini une trilogie dont je vous avais parlé les mois d'avant, j'en ai lu un par mois et je l'ai enfin terminé. C'est le tome 3 de Cœur d'acier de Brandon Sanderson aux éditions Livre de Poche, c'est Calamité, ça y est. J'ai enfin fini cette trilogie. J'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on parlait du jour au lendemain, il y a une sorte de lune qui apparaît dans le ciel et qui va, ou une étoile, je ne sais plus exactement, qui va donner à certaines personnes des pouvoirs. Un peu comme des mutants, comme les X-Men, vous savez, ils auront plusieurs choses, chacun des particularités assez spécifiques. Et ça va être utilisé à mauvais escient, donc va être un peu dans le contraire des comics, vous savez, genre Superman, Batman et tout. Voilà. Parce qu'en général, les super-héros, sont foncièrement gentils, sont là pour défendre les autres. Ici, c'est pas le cas. Ces personnages-là ont des pouvoirs, ils ont décidé d'en profiter, et du coup d'asservir un peu la population qui reste un peu les gens normaux, les mortels. Et du coup, dans ce premier tome, on découvrait ça à travers les yeux de David. David qui se rendait à la banque avec son père. Et son père avait besoin d'un prêt, parce qu'il était un peu ric-rac au niveau de thunes. Et il y a un épique qui rentre, qui commence à tuer tout le monde. Et il y en a un autre qui rentre derrière, qui est un des grands épiques, parce qu'il y a plusieurs castes au niveau des épiques, oui, les fameux super-héros malveillants. Je dis super-héros, c'est pas vraiment ça, mais ces hommes et femmes au pouvoir extraordinaire, on les appelle des épiques. Donc il y a les épiques un petit peu normaux, qui ont quelques pouvoirs, mais c'est pas non plus transcendant. Et il y en a qui sont des grands épiques, qui effraient vraiment tout le monde. Et donc il y a un grand épique qui rentre dans la banque, qui n'est autre que Cœur d'acier. Donc cet épique qui est réputé pour être indestructible. Il est fait de métal. Tout ce qui est autour de lui, il peut le transformer en métal. Même les gens, enfin c'est vraiment un truc qui fait vraiment peur. Et il contrôle du coup la ville de New Chicago. Je crois que c'est le nouveau Chicago. Et il rentre dans cette banque, et du coup l'autre épique veut faire le malin avec et essayer de le tuer. Et le père de David, lui, est persuadé que les épiques sont là et que tôt ou tard, il y a un épique gentil qui arrivera et qui va les défendre, qui ne sont pas tous méchants. C'est pas possible pour lui. Et du coup, il veut le prouver, donc il se présente devant Cœur d'acier. Son fils est pas trop pour, hein, il est assez jeune, hein, il a une dizaine d'années, je crois. Et pour défendre Cœur d'acier, il tire sur l'épique qui est derrière, parce que sinon l'épique manque de tuer Cœur d'acier, enfin de tuer. Il ne sera pas arrivé, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en tirant dessus, la balle lui effleure au niveau de la joue et il saigne. Et en fait, c'est quand même une info cruciale parce que Cœur d'acier est quand même réputé pour être indestructible et invincible. Pourquoi il saigne? Du coup, l'épique rentre dans une colère immense, il tue tout le monde dans la banque, le seul qui arrive à en réchapper, c'est David. Donc on le retrouve quelques années plus tard, je crois que c'est 10 ans plus tard, ou ouais, ça doit être ça, plus ou moins 10 ans, je ne sais plus. Et David s'est juré de tuer Cœur d'acier, qui est l'assassin de son père. Donc ça a commencé comme ça au niveau de la saga. Donc David allait rejoindre les redresseurs, donc une espèce de groupe de résistants qui est là pour contrer justement la domination des épiques. Et David, au fur et à mesure de ces années, il a recruté des informations, il est vachement balèze là-dessus, et il va absolument rejoindre les redresseurs depuis très longtemps.
Donc on avait le tome 1 qui était un peu, entre guillemets, un stand-alone. Ça se finissait sans avoir forcément une envie irrépressible de lire la suite, parce qu'il y avait plus ou moins une fin en soi. Bon après, bien évidemment, s'il y a une suite, il y a une raison. Et le tome 2, Brasier, dont je vous avais parlé il n'y a pas longtemps, celui-là par contre est connecté, je trouve, plus directement au tome 3. Donc j'en attendais beaucoup. J'avais bien aimé le premier, j'avais beaucoup aimé le deuxième. Alors celui-ci, je suis un petit peu plus mitigé, mais alors, je suis dans une période de lecture, ça revient tout doucement, mais où j'étais pas non plus enjaillé de fou. Alors je sais pas si c'est dû au fait que j'ai lu trop de SF, le fait que j'ai eu de mauvaises lectures, vous savez, moi ça a vite fait de m'impacter, et après je suis un peu dans une mauvaise passe. Et du coup, je ne dis pas que j'ai pas aimé, mais j'ai repéré quelque chose. Alors moi, Brandon Sanderson, je n'ai lu que cette trilogie, mais j'ai repéré quelque chose au niveau de la construction de sa narration dans les 3 tomes. Enfin, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti comme ça. C'est qu'il commence toujours par une scène d'ouverture qui est assez grandiose, et ensuite il va mettre tout doucement en place ce qu'il veut faire dans le tome, pour arriver toujours sur un final qui est aussi grandiloquent. Donc du coup, je trouve que le début, c'est pas qu'il y a des longueurs, mais il y a moins d'action, donc le rythme est un peu plus soutenu. Et du coup, les 200 premières pages, c'est toujours un peu plus lent. Là, je me dis, on est quand même au tome 3. Mais tout se comprend, hein, tout se comprend, il n'y a pas de souci là-dessus. Il élargit un peu plus son univers, même si là, c'est un peu différent. On va avoir des révélations, forcément, c'est le grand final. La fin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai pas détesté. Je m'attendais quand même à autre chose, parce que c'est marqué derrière, conclut à merveille une série particulièrement distrayante. Ouais. Quelque part, on est un peu surpris par certains événements, certaines tournures. Il y a vraiment des scènes quand même assez épiques, si je puis dire. Mais ouais, je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose. Bon, pas au point d'être déçu par cette trilogie, je suis content de l'avoir lu et de l'avoir découvert. Mais je sais pas. Je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose, je ne saurais pas vous dire quoi. Malgré tout, je trouve qu'il arrive à cadrer son histoire de A à Z. Il va jamais trop loin, il en fait jamais trop. On sent que ça a été pensé en amont. Qui s'est pas mis, vous savez, d'un seul coup. Tiens, ben lui il a ça, lui il a ça. Non. On reste vraiment dans un truc qui est bien pensé. Et je trouve qu'il y a quelques facilités, c'est qu'il y a quelques réponses qu'on n'aura pas. Et ça m'a fortement gêné parce que j'aurais voulu les avoir justement. Donc on a plus ou moins des bribes d'informations sur le pourquoi du comment. Mais je pense qu'il laisse au lecteur le soin de se faire sa propre idée. Mais je trouve que c'est un peu trop facile. Mais bon, c'est juste le petit point négatif que j'aurais. Donc ça reste, je trouve que ce tome 3 ouais, aurait été quand même un petit peu en dessous des 2 autres. Mais je vous dis, il y a le contexte qui fait que j'étais pas trop à fond dans ma lecture, donc ça peut jouer aussi. Ça reste assez sympathique, si vous aimez tout ce qui est comics de super-héros et tout, on est un peu dans la même vibe. Et si vous voulez... En gros, si je devais résumer le livre et vous donner une idée, ce serait quand vous allez voir un Marvel au cinéma, vous n'y allez pas pour avoir le cerveau à réfléchir comme des dingues, on est là, c'est comme un film d'action. Vous arrivez, vous posez votre cerveau sur le côté, voilà, vous en prenez plein les yeux pendant 2 heures, vous ressortez, ça vous a vachement... vous êtes évadé, tout ça, voilà, et on passe à autre chose. Ben, c'est un peu le principe. Ça pourrait être un film hollywoodien. D'ailleurs, j'ai vu au dos, alors je sais pas si c'était marqué dans les 2 autres, que les droits d'adaptation, ils ont été achetés par la 20th Century Fox. Donc cela pourrait peut-être donner soit un film, ou soit une série. Je pense qu'en série, ce serait quand même plus logique, ou une trilogie en film, je ne sais pas. Mais ça reste suffisamment distrayant parce que même au niveau de l'univers, c'est assez unique à chaque fois. On reste pas tout le temps au même endroit, donc je vous dis pas pourquoi ni comment, pareil c'est pas vraiment un spoil je pense. On change, donc du coup il arrive quand même à creuser les choses, mais comme l'avait souligné, je crois que c'est Stéphanie, donc Chronique de lui, qui a lu le premier, on reste, c'est vrai que j'avais pas pensé à le dire, on reste dans quelque chose plutôt de young adulte. Donc on n'est pas dans de l'adulte, donc ça va être un peu plus en surface et pas trop en profondeur. La psychologie des personnages va pas non plus être fouillée de ouf. Et c'est vrai qu'en y repensant, les personnages, je me suis pas attaché de dingue à eux. Je les ai appréciés, hein, c'est pas le souci. Moi, je me serais plus quand même attardé sur l'univers avec ces méchants, plus que sur les personnages en eux-mêmes, qui sont sympathiques, mais voilà. Je sais que dans quelques temps, je garderai un sentiment sur ce roman, mais je ne serai pas non plus parti en me disant « Ah, c'est trop génial et tout !» Mais c'est un titre qu'on peut conseiller, même à des ados qui aiment bien tout ce qui est univers un peu futuriste, tout ça, avec tout ce qui est magie, pouvoir et tout, ça peut leur plaire. Donc je vous parlais de manga tout à l'heure, donc j'ai lu un manga le mois dernier dont je ne vous ai pas parlé, donc je vais vous parler maintenant, c'est le fameux La déchéance d'un homme de Junji Ito. Donc voici le tome 1, le tome 2 et le tome 3.
Donc c'est publié chez Delcourt Tonka. Il faut savoir que cette œuvre-là de Junji Ito, il ne fait que l'illustrer. L'œuvre originale, c'est un roman de Osamu Dazai qui est assez populaire au Japon. Donc lui, il vient juste amener sa patte en illustrant cette histoire et en prenant du coup le scénario du roman de base. Donc j'ai lu cette petite trilogie, dirons-nous, de Junji Ito, du coup, avec Osamu Dazai, avec Margot. Je vais en parler, je n'ai pas lu le roman de base. Donc je ne peux pas faire de comparatif du tout. Je ne pense pas non plus lire le roman de base. Je ne sais même pas s'il est publié en France et c'est pas quelque chose vers lequel je me dirigerais. Parce que pour tout vous dire, il n'y a que 3 tomes. J'aurais pu les enchaîner en une journée. Et au final, c'est un récit qui est vraiment, vraiment sombre, très dark, très noir, on va dire. Voilà, roman noir psychologique. Et quand j'en lisais un, au bout d'un moment, je reposais. Je dis, on lira la suite demain parce que c'est quand même assez lourd. Putain, ça va être un peu émotif. Donc dirons-nous que ça a vite fait de m'atteindre. Donc ici on suit un homme, alors je ne sais plus du tout son nom par contre. Yozo Oba, au début on le découvre, il est enfant. Et c'est un gamin qui travaille avec lui une sorte de mal-être permanent. Il comprend pas trop le bonheur qu'il y a autour de lui, il comprend pas tout ça, il est vraiment dans une incompréhension totale de son entourage. Et pour le cacher à tout le monde et ne pas passer pour un peu un paria et être mis de côté, eh ben, il va se donner une sorte de masque en devenant une espèce de blagueur, de clown où il va faire des blagues et tout, et cacher au plus profond son mal-être pour ne pas le montrer. Les gens n'y voient que du feu avec cette illusion qui se donne de gamin qui est très jovial et tout ça. Et au cours du récit, dans le début, donc il va à l'école et il y a un des enfants qui va se rendre compte qu'il ment en fait. Lui, ils sont en train de jouer, je crois que c'est au volleyball ou un truc comme ça, et à un moment, Yozo envoie la balle et ça fait rire tout le monde, je sais plus, il fait encore le guignol. Et il y a un des élèves qui est là et qui lui dit exprès, on va dire tu le fais exprès. Donc tu caches ce que t'es aux yeux des gens, et lui il se met à paniquer. Il se dit mince, il a vu le poteau rose, il voit vraiment qui je suis, et lui il perd vraiment pied, il se dit je veux pas qu'on sache en fait. Donc du coup on va le suivre enfant, après on va commencer à le suivre adulte, qui porte avec lui ce mal-être en permanence, comme un boulet, comme quelque chose qui ne va pas. Il va essayer de chercher le bonheur, parce qu'il ne le trouve pas, il sait pas ce que c'est entre guillemets. Donc il va se mettre à draguer des femmes, à coucher avec. Et en cherchant quelque chose pour lui, il devient quelque part un peu égoïste. Et il en oublie ce que les gens peuvent ressentir à côté. Il pense vraiment, il devient égocentrique, il pense plus qu'à lui. Et du coup, il va provoquer un peu le malheur tout autour de lui. Il va y avoir des querelles, parce qu'il va coucher avec une gonzesse, après il va aller coucher avec une autre. Du coup, les deux filles vont le savoir, elles vont finir par se disputer. Sauf que là, dans ce roman-là, c'est vraiment mis en exergue à un point, il va pousser aux extrêmes. Mais du coup, on sent le personnage qui est vraiment hanté par tous ces démons et qu'il a beau chercher par des substances artificielles à travers d'autres personnes à avoir un semblant de goût de bonheur et en fait, il le trouve jamais, quoi. Jamais ça vient, ou alors ça va être quelque chose d'assez fugace, ça va jamais rester. Et du coup, il y aura toujours cette perpétuelle recherche et du coup, il provoque le chaos tout autour de lui. Donc le récit en soi, je vous le dis, c'est très noir. Moi, j'ai trouvé ça très... Moi, les romans noirs, j'ai du mal, donc j'en lis que vraiment de temps en temps. C'est vraiment assez lourd. Par contre, il y a encore quelque chose, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. Junji Ito passe, Junji Ito dessine. Et il arrive à sublimer la chose, mais c'est absolument magnifique. Il y a des planches, franchement, on croirait des tableaux, tellement c'est beau. Avec son dessin qui est très sombre, parce que Junji Ito écrit des histoires horrifiques, il arrive quand même à amener sa patte à lui, sans dénaturer l'histoire à côté. Mais vous tournez les pages, moi j'en ai pas lu énormément encore des Junji Ito, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et vous tournez la page, vous dites, c'est lui quoi. Et il arrive à amener l'histoire à un niveau mais complètement différent. Il y a tout un passage, je crois que c'est dans le 2e tome, où on va creuser, ce que vous voyez là, vous le voyez adolescent, et là vous allez le voir adulte. Donc on va avancer dans toute sa vie. Petite précision, ce manga n'est pas à mettre entre toutes les mains, on est face à un manga vraiment adulte, comme je vous dis, qui est très noir, très psychologique. Il y a du viol, il y a des scènes de sexe explicites, il y a de l'alcool, je ne sais plus s'il y a des substances illicites comme la drogue, je ne sais plus. Enfin bref, il y a quand même déjà un bon cocktail. Hein. D'ailleurs, il est notamment, je le précise aussi, on parle de suicide également. Et du coup, à un moment, il va y avoir toute une partie psychologique où le personnage va se poser des questions en se disant, écoute, si je veux vraiment aller bien, qu'est-ce que je dois faire? Et Junji Ito arrive et il va faire des trucs. Alors, je sais pas si j'ai des images là-dessus. C'est un peu décousu ce que je vous raconte. Hein. Mais ça va vraiment servir... Vous voyez, vous avez ce genre de double page qui, moi j'adore. Ça va vraiment servir le récit, comme je vous dis, et vraiment le porter. Il y a un moment, il y a une page que j'ai vraiment adorée. Alors je peux pas trop tout vous montrer parce que forcément il y a des scènes un peu crues avec des dames toutes nues, donc on va éviter. Il y a cette page-là, moi, qui m'a beaucoup marqué.
voyez, avec ces espèces de fantômes. Oh, je trouve ça sublime. Et du coup, ouais, Junji Ito arrive à amener quelque chose d'horrifique, mais en même temps qui est... regardez, je trouve ça sublime, quoi. Enfin, après, les goûts, les couleurs... Et ça apporte vraiment quelque chose du caractère à l'histoire. Ouais, il vient vraiment la porter à un autre niveau, il arrive vraiment à adapter l'histoire. Du coup, ça passe très bien en manga. Par contre, je me demande ce que ça peut donner en livre, parce que moi, vu comment ça m'a impacté en manga, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, il y a le récit qui est très dur avec ce personnage qu'on va suivre, et qui est vraiment dans un mal-être profond, et du coup, je vous dis, ça fait effet domino, c'est toujours de pire en pire. Mais il y a le fait que, ouais, Junji Ito, il arrive et il vient donner encore un aspect supérieur au truc. Et du coup, bah, ça m'a touché aussi, parce que son dessin est vraiment impactant pour moi. Enfin, pour moi, ça marche très bien, quoi. Il y a toujours ce sentiment un peu malaisant et tout, c'est ce qu'on disait avec Margot. Et quand j'ai fini cette histoire, donc ces 3 tomes, je me suis... Parce que Margot, elle avait fini un petit peu avant moi. Et quand j'ai fini, j'ai été voir Margot et je suis à Margot, bah écoute, je suis un peu dubitatif. Je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé. J'aime pas ce sentiment, c'est chiant, ça m'arrive de temps en temps. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est ça qui est cool avec les LC, c'est qu'on en a discuté tous les deux. Et je pense que c'est une œuvre qui va marquer, pas forcément. Alors il y en a peut-être qui vont aimer, attention, je dis pas que. Voilà, moi c'est pas forcément ma came de base, même au niveau lecture, quoi. Il y a le fait qu'on exploite toute cette noirceur humaine. Donc on se dit que l'homme n'est pas forcément que bon. Donc du coup, ça nous met un petit peu dans le malaise, personnellement. Mais en même temps, il y a quand même cette pointe de culpabilité que moi j'ai eue de me dire « Ah moi ça va, à côté, ma vie elle est bien ». Et tu te culpabilises un peu en te disant « Bah ouais, mais… Là, tu te dis que si ce mec-là ça va pas, bon peut-être pas à cet extrême-là, mais il y a des gens qui ont peut-être ce syndrome ou ces problèmes mentaux et que du coup tu te dis merde, toi à côté t'es en train de te plaindre, par moment tu vas peut-être faire mieux de te taire, quoi. Mais une œuvre assez marquante, assez singulière dans ce que j'ai pu lire en manga. Après je lis des trucs un peu plus classiques, mais là c'était vraiment vraiment mature et c'est vraiment pour adultes, quoi. Voilà, et quelqu'un qui est assez sensible et qui est très empathique même au niveau lecture peut tenter, mais à ses risques périls, parce que c'est assez lourd comme récit, mais ça reste quand même voilà, il y a Junji Ito qui vient exprimer son talent. Ça restera une œuvre qui me marquera et que je n'oublierai pas, en fait. Revenons du coup au challenge de la SF. J'ai quelques titres quand même à vous présenter, donc Calamité en faisait partie d'ailleurs. J'ai lu The Bone Season de Samantha Shannon avec le tome 1 La Saison d'Os aux éditions de Saxus, et il vient également de sortir au livre de poche. Alors, comment vous résumer ce livre, parce que ça va être un petit peu compliqué. On est dans une uchronie. On est à Londres. Je ne sais plus exactement, parce que ça fait 2 semaines que je l'ai lu, donc je m'en souviens plus trop. On est en 2059, et il y a une espèce de chasse aux sorcières pour tout ce qui est clairvoyant, parce qu'il y a une certaine partie de la population qui ont des dons de clairvoyance, donc ça va être médiumnité, ça va être de la voyance, ça va être de la cartomancie, enfin tout ce qui a trait à ce genre-là. Et ces gens-là sont pourchassés par une certaine milice, je ne sais pas si c'est le nom qu'on leur donne. Et en fait, il faut rester assez invisible aux yeux de la société, parce que sinon, tu te fais arrêter. Et du coup, on est dans un Londres qu'ils appellent Sion Londres. Et du coup, dans tout ça, il y a notre héroïne qui s'appelle Paige, qui elle travaille pour une organisation criminelle. Ils sont plusieurs, et dans cette organisation, il y a un seigneur mime, je crois. Alors, attendez, je ne sais plus. J'ai du mal. Voilà, c'est ça. Donc c'est une organisation criminelle qui opère donc à Sion, Londres. On les voit au début, c'est pas un spoil, c'est vraiment dit tout est lu, ils sont 7. Et eux recherchent du coup les gens qui ont la clairvoyance et qui peuvent leur être utiles parce qu'ils cherchent des informations et tout ça, ils arrivent à lire dans les esprits. Après, il faut savoir que Samantha Shannon a développé toute une caste, on va revenir juste après, donc je finis juste le résumé. Et Paige prend un moment le métro, je crois. Prend le métro, et du coup dans le métro il y a des contrôles régulièrement et ils arrivent à savoir si les gens sont clairvoyants ou pas. Et par un concours de circonstances, Paige, qui doit pas trop bien contrôler ses pouvoirs, tue les 2 contrôleurs. Elle essaye de se sauver, elle finit par être rattrapée par les flics de ce truc là, et à être emmenée dans un pénitencier. Et c'est tenu par les Rephaim, qui est une espèce de race qui vient d'un autre monde. Et du coup, au milieu de tout ça, il va falloir qu'elle arrive à s'évader, entre guillemets, quoi. Et du coup, tout le long du récit, on va découvrir un peu comment s'organise ce pénitencier, leur but au niveau des clairvoyants qui les retiennent, et ce qu'ils veulent en faire et tout. C'est nimbé de mystère. Et c'est une série qui sera en 7 tomes. Actuellement, il y en a 4, le 4e vient de sortir.
Les 3 autres sont prévus pour un peu plus tard, parce que je sais que la saga a débuté en 2013, donc ça fait déjà 9 ans que le premier tome est sorti. Actuellement, nous on est au même niveau que la VO, donc du coup je ne sais pas quand sortiront le 5, 6, 7, parce que je crois que là actuellement Samantha Shannon c'est également celle qui a écrit, vous savez, le Prieuré de l'Oranger, et elle va sortir un préquel. Donc le temps qu'elle a écrit le préquel qui va sortir incessamment sous peu, elle n'écrit pas la suite de The Bone Season. Donc moi je ressors de ce roman mitigé, je l'ai quand même lu assez vite, j'ai même pas mis une semaine à le lire parce que c'est quand même un beau petit bébé, il fait, je ne vous dis pas de bêtises, bon j'ai pas lu la nouvelle, il fait dans les 500 pages, et voilà, ça se lit très bien, c'est assez fluide, c'est assez rythmé, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs sur la fin, des trucs que j'ai moins appréciés, mais sinon dans l'ensemble ça a été. Mais je poursuivrai pas l'aventure pour plusieurs raisons. Donc comme je vous dis, comme elle a créé son univers autour des clairvoyants, elle a créé toute une caste avec différents clairvoyants. Alors attendez, je vais essayer de revoir avec le plan que j'ai sous les yeux. Alors, il y a plusieurs sortes de clairvoyants. Alors je vais me servir de ça, parce que sinon je n'arriverai pas à vous en parler. Vous avez ceux qui vont utiliser des objets pour communiquer avec l'au-delà. Et l'au-delà, en fait, c'est le monde spirituel. Nous, on est dans le monde physique, et vous avez le monde spirituel où il y a les fantômes qui errent et tout ça, et on appelle ça l'éther. Donc, il y a une certaine catégorie de clairvoyants qui vont utiliser des objets pour communiquer avec l'éther, justement. Il y en a d'autres qui le font pour prédire l'avenir. Donc, ça va être au niveau de lire dans des cartes, lire dans du thé, lire dans des eaux, enfin tout genre de trucs comme nous on peut avoir dans notre folklore à nous quoi. On a les médiums qui vont parler avec les fantômes, il y en a qui vont les entendre. Et après nous avons Paige. Paige elle arrive à aller dans les rêves. Donc c'est un peu plus complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et du coup elle va nous sortir toute cette caste de voyants, de clairvoyants. Et du coup avec ça elle va nous amener tout un lexique qui est propre à l'univers. Mais alors les 200 premières pages, mon Dieu, faut s'accrocher. Je dis pas que c'est inaccessible, c'est pas ça, mais il faut rester un minimum concentré parce qu'elle nous balance tout d'un coup. Ce qui nous sauve, c'est qu'on reste quand même dans un monde qui est proche du nôtre, on n'est pas dans un monde, vous savez, comme la fantasy complètement imaginé. Il est juste un peu différent du nôtre par rapport à Londres qui a pris une autre trajectoire vu qu'il s'est passé un événement spécial, c'est pour ça que c'est une uchronie. Mais on va rester dans notre monde à nous, donc... Après, il va y avoir comme les Rephaim, du coup, elle doit les désigner avec un nom qu'elle invente elle-même. Il y a plusieurs trucs comme ça, et je trouvais que par moment, c'était un peu lourd. Dedans, c'est pas vraiment un spoil. Vous avez un espèce de... Il y a une chose, on sait pas trop ce que c'est, qu'elle définit en étant un émime. Mais dans le même paragraphe, ou peut-être 2 paragraphes plus loin, elle va le désigner comme un ronfleur. Donc vous voyez, quand il y a les doubles trucs, moi je suis vite fait d'être perdu. Bon, ça va, les 200 premières pages, on patauge un peu dans la semoule. Je vous dis, le fait qu'il y a quand même une référence à notre monde fait qu'on n'est pas totalement lâché dans la nature. Mais après, on commence à s'y faire. Le seul problème que moi j'ai eu, grosso modo, c'est que j'ai beaucoup aimé la première partie, même si elle n'était pas très facilement accessible avec cette histoire d'univers. Mais arrivé dans la deuxième partie, je trouve qu'on tombait dans quelque chose de beaucoup plus classique. Je trouve que les lexiques, ils ne servaient plus vraiment, parce que vous avez un lexique en fin d'ouvrage. Et je trouvais que là, il n'y avait plus vraiment de mots par rapport à ça. Des fois, elle inventait des mots pour désigner des trucs que je me dis, ouais, mais on l'a dans notre univers à nous. Donc pourquoi aller inventer un mot pour complexifier la chose alors que donne-lui le nom qu'on a, c'est compliqué. Je trouve personnellement que c'était complexifier les choses pour pas grand chose quoi. Il y avait ça. Il y a le fait que vous avez une caste, comme je vous dis, qui est de... Il y a 7, comme pour la fameuse organisation dans laquelle Paige appartient, vous avez des castes donc, qui s'énumèrent au nombre de 7 différents types de clairvoyants. Mais à l'intérieur de chaque clairvoyant, donc comme je vous dis, comme le premier qu'ils appellent les devins, donc comme je vous dis, ceux qui vont communiquer par l'intermédiaire des cartes, des eaux qui vont lire l'avenir et tout ça, à l'intérieur, elle va leur donner des noms à chacun, parce que vous aurez du coup les devins qui se servent de la carte, donc qui se servent des cartes pour lire l'avenir, donc on appelle ça des cartomanciens. Ceux qui vont se servir des eaux, alors je ne sais plus comment que ça s'appelle, il y en a qui vont faire autre chose. Après, vous allez avoir Paige qui, elle, est une marche-rêve. Mais il y en a un autre à côté qui fait comme Paige, mais pas tout à fait, donc il va avoir un autre nom. Et je trouve qu'au bout d'un moment, il y en avait tellement. C'est pour ça que je trouve qu'elle avait complexifié, mais c'était un peu trop, quoi. Autant la première partie, elle n'est pas vraiment accessible au premier abord, il faut le temps de se familiariser avec l'univers. Autant, je trouvais, vers la fin de la deuxième, même, mais sûr, dans la troisième partie, on retombait dans quelque chose de beaucoup plus classique. Je trouvais que toute cette idée d'univers qu'elle avait mis en place, qui était très intéressante, parce qu'il y a des passages vraiment poétiques avec cette histoire d'éther, enfin...
Il y a vraiment le fait qu'elle arrive à partir, elle fait des voyages astrales, vous savez, elle arrive à sortir de son corps, enfin il y a tout un truc là-dessus. Et la dernière partie, ouais, bof, il y a un élément qui m'a vraiment beaucoup gêné, je ne vous dis pas lequel, mais ça m'a gonflé, c'est ce qu'il y a souvent dans les romans young adultes, hein, pour certains qui vont me comprendre, c'est le cliché type et ça m'a gonflé parce que je trouvais que c'était pas vraiment, ça servait pas vraiment, mais bon, on répond à une certaine cible de lecteurs qui sont peut-être en attente de ça, pas moi du tout, hein. Et du coup, ouais, je trouvais que ce charme qui était là et c'est un peu cette identité qu'avait le roman, elle se perdait un peu et devenait un peu commun à la fin. Donc je dis ouais. On arrive à la fin, il y a d'autres choses pareilles que j'ai trouvé, ouais, t'aurais pu attendre un peu, tu le mets déjà là, ouais, je trouve que ça apporte pas grand chose. Donc certains personnages peut-être un petit peu caricaturaux, pardon. Mais ouais, et j'ai fini le livre, je l'ai posé. Donc vous avez, quelques années plus tard, elle a écrit une nouvelle qui est intégrée au récit. Donc le livre c'est La Saison d'Os. Donc c'est le tome 1 et vous avez le 1.5 qui est une nouvelle qui vient faire un peu le lien avec le tome 2 qui est derrière et qu'elle a écrit quelques années plus tard et qui s'appelle La Rêveuse Pâle. Et je crois qu'elle revient sur les origines de Paige. Je l'ai pas lu. Ça m'a suffi, je suis arrivé à la fin, je sais ouais c'est bien. Après j'ai lu que le tome 1, c'est très introductif, donc quand on finit le tome 1, on se pose beaucoup de questions sur plein de choses, il y a beaucoup de mystères. Pas très envie de connaître la suite parce que déjà je trouve que les personnages je m'y suis pas attaché de ouf. L'univers qui pouvait être bien mais un peu trop complexe et un peu flou dans la première partie, ouais, enfin ouais. Le fait que ça retombe dans quelque chose d'assez classique aussi. Et le fait aussi, et ça je crois que ça a mis le point final et que ça a vraiment décidé pour moi, c'est qu'il y a 7 tomes, il y a 4 tomes de sortie. Le 5, 6, 7 sortiront dans les années qui viennent. Et vous voyez là au bout de 15 jours comment je pédale dans la semaine pour vous en parler. Qu'est-ce que ça va être quand je vais me remettre dedans. Vous imaginez si je me dis allez, Laurent tu lis un tome par mois, parce que j'ai les 4 justement, et je vais la vendre. J'ai les 4, je me dis, bon allez Laurent, t'embête pas, tu les lis, mais après forcément arrivé après le 4, bah, tu peux pas te dire je vais les enchaîner pour être tranquille et pas me perdre dans l'univers parce qu'ils sont pas parus. Donc entre temps, il faut le temps que ça apparaisse en VO. Je sais pas si De Saxus arrive, je pense qu'il arrive plus ou moins à équilibrer et à apparaître plus ou moins en France en même temps que la version originale, mais il faut attendre. Donc je me dis non, je vais trop perdre avant. Je sais que j'aurais pas envie d'y retourner plus que ça parce que je suis sorti avec un sentiment mitigé. Donc je me vois pas le reprendre une deuxième fois. Et je me dis non, je passerai à côté. Cet homme-là, ouais, ne restera pas dans mon palmarès. Dans les cadres de la SF, j'ai lu ceci. Nous sommes les gardiens de la galaxie, qui est paru chez Panini Comics, donc de Marvel, hein, les Gardiens de la Galaxie, qui ne connaît pas. Donc c'est un livre qui va être une rétrospective de tout ce qui est la généalogie des Gardiens de la Galaxie. C'est-à-dire qu'on va prendre les éléments qui font ce qu'ils sont devenus jusqu'à aujourd'hui. Donc ça commence en 69, jusqu'à temps qu'ils sont popularisés en 2021, grâce notamment aux 2 films qui sont sortis. Bah, moi personnellement, vous savez, avant la sortie des films, je ne savais même pas que les Gardiens de la Galaxie, ils existaient. Donc du coup, ce livre a le rôle du coup de nous montrer un peu les aventures marquantes de ces gardiens à travers ces 50 dernières années et de découvrir un peu les origines et leur évolution. J'ai lu ça, j'ai pas tout aimé, donc du coup je vais pas revenir vraiment sur l'histoire. J'en ai parlé à Dorian, monsieur Cabrit, qui lui lit beaucoup plus de comics que moi, et il est beaucoup plus familier avec l'univers. Moi franchement je suis un peu basique là-dedans. Et Dorian m'a dit, bah faut pas commencer trop par ce genre de truc parce qu'en fait ils vont prendre à droite à gauche. Et du coup, quand on lit tout d'une traite, le récit il est un peu décousu. Parce que va vous mettre des œuvres qui vont un peu représenter l'univers. Donc une BD de 69, ils vont en prendre une, je sais pas, je vous dis des bêtises, une en 75, une en 83. Et qui va marquer vraiment des tournants dans la mythologie des Gardiens de la Galaxie. Mais à côté de ça, bah, y a plein d'éléments que vous n'avez pas en tête. Donc des fois, il y aura des refs en bas de page qui vont vous dire c'est normal que tel personnage il est là, il faut se référer à telle aventure. Ah mais tu l'as pas l'aventure. Et du coup, ça fait très décousu. Au début, vous avez toujours des petites pages comme ça qui vont vous expliquer le contexte. Donc l'équipe de base, c'est quand même Rocket, Groot, Star-Lord, Gamora, Drax. Moi, j'étais resté là-dessus par rapport au film. Mais en fait, quand vous remontez en 69, ils étaient un peu plus anecdotiques, les aventures qu'avaient les Gardiens de la Galaxie, mais c'était pas du tout les mêmes personnages, mais pas du tout, quoi. Si je vous montre l'équipe de base, on est loin. Bon, alors vous faites pas attention au graphisme, hein, je vais vous montrer, c'est vraiment du... Voilà l'équipe de base des Gardiens de la Galaxie. Groot, il est apparu tout seul dans une autre histoire là. Et du coup, à travers cette rétrospective, on va voir aussi l'évolution du trait des crayons au niveau des comics. Donc vous avez des histoires qui datent de 2000, je sais plus, les dernières c'est 2015, 2018, je ne sais plus trop
qui sont assez, voilà, qui ne choqueront personne. On va rester sur quelque chose d'assez moderne, vous voyez, c'est ce genre de truc. Mais quand vous commencez le bouquin, vous êtes sur ce genre de choses. Alors, je suis pas spécialement fan, mais après, il n'y a pas que les images, il y a l'histoire derrière. Mais même au niveau de l'histoire, vous avez des encadrés avec de la narration, je trouve que c'est daté. Enfin, j'ai pas été fan du tout. Ouais, j'ai trouvé que la narration, c'était pas ça, que les histoires étaient futuristes. Alors, pour l'époque, on n'est pas dans le même contexte, que vous êtes en 69 et maintenant. Donc, du coup, ça devait être bien pour l'époque, mais moi, j'étais pas du tout fan de ça. J'ai eu beaucoup de mal sur toute la première partie. Après, dès qu'on arrive maintenant, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, quand vous arrivez sur ce genre d'image, c'est quand même plus sympathique. Donc après, on revient sur toute l'histoire, toute la mythologie des Gardiens de la Galaxie. Donc ils avaient un ennemi au début, numéro 1. On apprend également à travers les pages manuscrites, vous savez, ce genre de pages informatives. On apprend que les Gardiens de la Galaxie reviennent de loin, parce qu'au début, ils ont essayé, ça n'a pas marché. 5-6 années plus tard, ils ont repris, ils ont essayé, ça ne marchait pas trop. Et on apprend qu'en final, les Gardiens de la Galaxie, le fondement, c'est pas forcément Star-Lord, Gamora, Drax et compagnie. C'était de temps, il va y en avoir d'autres. Là, vous voyez Iron Man. À un moment, Iron Man va faire partie de l'équipe. Il y a Kitty Pryde des X-Men qui va en faire partie. Il va y avoir également Capitaine Marvel. En plus, je vous dis, il y a plein de liens parce que c'est quand même un multiverse. Donc, il y a plein de liens avec d'autres séries. Donc, quand on connaît une mais pas l'autre, c'est un bordel son nom. Enfin, j'ai réussi à m'y repérer plus ou moins. Les deux films ont réussi à populariser cette licence chez Marvel. Par contre, donc je le dis parce que Dorian me l'a dit, faites attention, les titres genre Nous sommes les Gardiens de la Galaxie comme ici, ou je sais pas, je suis Batman, ou je suis Doctor Strange, ou que sais-je. Ben voilà, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être une compilation de titres qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, c'est juste vraiment une rétrospective, donc on peut vite être perdu. Donc j'étais quand même content de découvrir, ça reste un bel objet livre. Et pour finir, j'ai lu aux éditions Cœur de Lune, Au placard le cœur de Maël Bouteloup. Donc Maël Bouteloup, pour ceux qui ne le connaissent pas, il avait une chaîne fut un temps qui s'appelait L'Ange Sauvage. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais plus le nom de sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Maël ou un truc comme ça doit être tout court, il avait changé. Donc ce roman était paru, je crois que c'était l'année dernière, si je vous dis pas de bêtises. Ouais. Avril 2021, je l'avais acheté, je l'avais pas lu. Et au final, je devais le lire avec mon pote Franzo, donc je vous avais dit ça dernièrement. Et au final, avec un souci de planning, on n'a pas réussi à se mettre d'accord pour le lire ensemble. Je me suis mis à lire ça entre deux livres de SF, et finalement, j'ai bien fait, parce que autant la SF, j'avais un petit peu, je peinais, autant ça, je l'ai bouffé, ça se lit super bien. Donc l'histoire, elle est assez simple, on suit Milio qui a 15 ans, qui est au placard, qui est homosexuel, qui a du mal à s'assumer. En même temps, on est en plein contexte avec la manifestation du mariage pour tous. Jusqu'au jour où il rencontre via les réseaux un homme qui s'appelle Armel, qui est un petit peu plus vieux que lui. Il a 22 ans, je crois. Et de là, le fait qu'il rencontre quelqu'un et commence à vivre une histoire d'amour, il va commencer à s'assumer en fait et à se découvrir aussi. Donc on va être en pleine période d'un enfant adolescent qui devient adulte et qui essaie de découvrir qui il est et tout ce qui suit derrière. Alors déjà, je dirais juste une chose. Je suis resté sur le cul. L'écriture de Maël, c'était juste un bijou, quoi. Pour un premier roman, alors, j'avais déjà regardé plus ou moins les vidéos de Maël et je sais ce qu'il lit. C'est pas du tout ce que moi je vais lire. Je pense que du coup, je peux pas comparer, mais je pense que du coup, ces lectures l'ont beaucoup influencé pour qu'il puisse construire sa plume. Mais je trouvais que ce premier roman, franchement, moi j'aurais pas pensé que c'était un premier roman. J'ai trouvé qu'il avait une belle écriture, j'ai beaucoup aimé. Elle est très tout en finesse, en sensibilité, en poésie aussi. C'est fluide de fou, ça se lit super bien. Au niveau de la construction de sa narration, c'est pas si linéaire que ça, parce que du coup on va suivre le parcours de Milio qui va grandir et s'assumer, se découvrir et tout ça. Mais il y a quand même, c'est des chapitres assez courts à chaque fois, donc vous avez tendance à tourner assez vite les pages. Mais à côté de ça, il y a des moments où il y a comme des arrêts sur image, où Milio va aborder son père. Donc pendant 2-3 pages, on va parler de son père, la relation qu'il a avec lui. On va continuer son histoire, on va s'arrêter sur sa mère. À côté de ça, il va aborder le personnage de Milio à travers plusieurs cadres, c'est-à-dire Milio en tant que personne, ce que lui ressent, parce que c'est un titre qui est en introspection du coup, ce que lui ressent, mais la vision qu'il a de lui-même vis-à-vis du comportement des autres en milieu scolaire, dans sa vie familiale,
mais également dans la société. Il nous explique à un moment que tu n'as pas vraiment de modèle à l'école, parce que celui qui est homosexuel ou qui va être un peu marginal, un peu différent, on va le mettre de côté. Donc du coup, il y a cet effet que toi, tu veux pas être rejeté par les autres. Donc si c'est un pote à toi qui est rejeté, tu vas avoir tendance un peu à le dénigrer pour dire écoute, t'es bien gentil, mais moi, j'ai pas envie de subir ce que toi, tu subis, donc tu te démerdes. Moi, je vais un peu me camoufler et faire comme les autres. Et du coup, quand tu as 15-16 ans, que tu n'as pas de modèle, que tu es homosexuel, ben, c'est compliqué. Tu dois te construire un peu tout seul. Et du coup, tu as aussi le regard des autres, parce que tu te vois toi-même, comment tu te ressens, mais tu te vois aussi à travers les autres qui sont un peu le miroir qu'on te renvoie, l'image qu'on te renvoie de toi. Alors qu'est-ce qui est la bonne, qu'est-ce qui est pas la bonne? En plus, tu arrives à 15-16 ans, c'est la période un peu ingrate. Milieu dans sa famille, ben, ça peut être s'avérer un petit peu compliqué, il va falloir assumer, il va falloir en parler à ses parents. C'est pas forcément évident, tu sais pas comment annoncer une chose comme ça alors que tu devrais pas avoir à l'annoncer, c'est ce que t'es. Tu dois les dire ce que t'es. Enfin, je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça... Genre Laurent a la parole divine. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, il y a la société, quand vous voyez que certaines personnes manifestent contre le mariage pour tous, qui ne trouvent pas ça normal. Et quand vous voyez dans la société autour de vous que les gens sont contre le mariage pour tous, que voilà, les homosexuels, bouh, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça, toi tu te dis t'y es, mais qu'est-ce que je fais alors, je suis quelqu'un de pas bien. Et du coup, il va exploiter tout ça. À côté de ça, on va aussi parler de sa relation avec Armel, donc son copain, qui est un petit peu plus vieux que lui. Donc du coup, Milieu au début va se sentir assez protégé. Il va se dire, lui, il va m'apprendre comment ça se passe. Mais après, il n'y a pas que le côté émotionnel chez une personne, chez un adolescent. Il y a aussi l'appel du corps, les hormones, ça te travaille au bout d'un moment. Donc du coup, il va aussi faire ce parallèle, non pas juste au niveau émotionnel ou mental, mais aussi du corps. C'était super bien amené et je me dis, ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs... dans les romans que j'ai pu lire, moi, sur ce sujet-là, tout ce qui va être coming out, homosexualité et tout, c'était pas vraiment abordé, et lui-même va vraiment aborder ce sujet-là, et j'ai trouvé que c'était super pertinent, vraiment intéressant, parce que, en dehors du fait de pas se sentir à sa place quand t'es ni plus vraiment enfant, à la fin de ton adolescence, pas vraiment adulte, tu te cherches, ton corps il change, il devient étranger, donc tu as l'impression d'être étranger à toi-même. Il y a vraiment aussi cette dimension-là qui était vraiment intéressante. Et du coup, à travers ces trois segments, si je veux dire, donc le mental, l'émotionnel et le corporel, il faut qu'on essaye de définir notre propre personnalité. Et je vous dis, il y a aussi les attaques extérieures des gens qui sont autour de nous qui vont déformer la propre estime qu'on a de nous-mêmes. À ce même niveau-là, il y a le côté paradoxal, c'est que vous avez envie de vous fondre dans la masse, mais en même temps, vous faites bien comprendre que vous êtes différent. Le personnage de Milio, la plupart des gens vont deviner très vite qu'il est homosexuel, et lui il se dit mais qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi on vient me dire ça en fait? Moi je suis juste moi, et tout de suite on vient me dire ah ben toi t'es homo? J'ai rien dit, comment ils savent? Vous voyez, il y a ce côté-là un peu qui est présent aussi, et du coup il se sent sans arrêt un peu... Il veut pas forcément qu'on mette ça en avant tout de suite, il n'est pas que ça. C'est juste une sexualité, et après c'est une personne comme une autre. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment mature. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est que ça finit un petit peu vite. Moi j'aurais voulu rester encore un petit peu avec Milio, parce que c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché. Tout ce qui va être au niveau... Alors on n'est pas sur une romance, hein. C'est vraiment quelque chose de plus ancré dans la réalité. On n'est pas sur enjoliver les choses et tout, ça reste assez cru. Parce que vous avez des scènes de sexe, mais c'est pas des scènes de sexe gratuites. Il y a vraiment le côté psychologique qui va derrière. Je vous avais, il y a l'appel du corps, les hormones qui travaillent et tout. Donc tout a vraiment une cohésion et vraiment une justification et une raison d'être dans son récit. Le seul truc, c'est quoi, la fin, j'ai trouvé que j'aurais voulu... parce qu'on rentre dans la vie de Milio quand il a 15 ans, on le quitte quand il est plus vieux, mais j'aurais voulu découvrir un petit peu plus. Mais après, ça justifie que ça s'arrête à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé, ouais, encore une fois, le livre de Maël, franchement, soit sa plume... je serai là pour lire son prochain parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit. Que Maël, qui est quelqu'un de sensible, on le voyait à travers ses vidéos, a vraiment réussi à retranscrire cette essence dans son écrit, en fait, dans son histoire, dans sa plume. Et franchement, chapeau, félicitations à lui, c'était vraiment un joli... J'en attendais rien en plus, je l'avais acheté, je l'avais mis de côté pour le lire du coup avec mon pote là, Franzo. Et au final, j'ai dit on le sortira plus tard. Et après, quand je l'ai ressorti, j'en avais pas vraiment spécialement envie, mais j'ai commencé à lire les premières pages, j'ai dit waouh. Mais c'est léger, en même temps c'est bien fait, c'est fluide, c'est pas lourdingue, mais... Ah, c'était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je vois que ça fait plus d'1 heure que je tourne, ça fait 1h05 que je vous parle. Laurent va s'amuser au montage. J'aurai encore, je crois, au niveau de la SF, j'aurai quelques mangas encore à vous présenter, donc je ferai ça au fur et à mesure. Je sais que c'est pas ce que vous préférez, les mangas. Dites-le moi en commentaire si vous aimez bien ou pas.
Donc j'en glisserai un ou deux, mais je sais que voilà, vous êtes plus roman, à moins que je me trompe. Et je vous dis, si je me trompe, dites-le en commentaire. Et je remercie également toutes les personnes qui ont rejoint récemment la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.